Or, si je m'intéresse au Japon, c'est parce que j'y suis né. Je suis né dans la ville de Yokohama et j'ai passé les 2 premières années de ma vie au Japon. Alors, j'en ai pas gardé de souvenirs précis, mais je pense que même si à cet âge-là, on n'a pas de souvenirs détaillés, il y a quand même la mémoire du corps qui emmagasine les, les souvenirs du lieu. Parce qu'un pays, ce sont des odeurs, c'est une certaine lumière, c'est une certaine qualité de l'air. Tout ça, c'est, je crois, la mémoire du corps le retient. Et voilà, ça c'est un lien direct avec le Japon. Et pendant 30 ans ensuite, j'ai vécu au Québec. J'ai pas eu de contact en tant que tel avec le Japon. Mais ça m'est revenu par la suite parce que en 1993, après avoir terminé une maîtrise en création littéraire à l'Université McGill, j'ai effectué mon premier voyage de retour au Japon. Et cela dit, avant même d'effectuer ce premier voyage de retour en 1996, j'avais écrit mon premier livre qui s'appelle Nouvelle orientale et désorientée, où je parlais du Japon, mais c'était un Japon plus imaginaire, plus fantasmé que réel. Le fait d'être devenu écrivain, c'est pas quelque chose qui allait de soi dans mon cas. Mais étant donné que j'ai eu un parcours tellement atypique et que j'ai un parcours de vie tellement erratique et sans queue ni tête d'une certaine façon, il a fallu que je cherche dans mes racines mon identité. Donc le fait d'écrire, ça a été pour moi une façon de comprendre qui j'étais. Et je pense que si j'avais pas eu ce parcours anormal, je ne serais pas devenu un écrivain. Le japonais, ça a été ma première langue maternelle jusqu'à l'âge de 5 ans. Et je suppose que c'est à partir de ma scolarisation dans les écoles primaires de Montréal que progressivement le français a pris le pas sur le japonais. Donc il y a eu avec le temps une espèce de déculturation qui s'est faite là. Et ça a été difficile de recouvrer la langue japonaise. J'y suis parvenu avec plus ou moins de succès, c'est-à-dire que j'avais déjà l'oreille prête pour réapprendre le japonais, mais ça m'a demandé quand même des efforts. Mon identité première, ça a été celle d'une prise de conscience de mon état minoritaire. Où que ce soit au Canada, que ce soit au Japon ou en Asie, j'ai toujours été en situation marginale. Alors ça, c'est une excellente source de création littéraire, mais en tant que citoyen, il y a toujours cette espèce de déchirure. Et c'est un mal de vivre, mais qui, grâce à la création littéraire, trouve ses compensations. C'est sûr que quand je marche dans les rues de Montréal en 2012, je me sens extrêmement à l'aise et j'entends des jeunes néo-québécois, qu'ils soient d'origine ethnique asiatique ou caraïbéenne ou d'ailleurs, qui parlent tous le même accent québécois et moi, vraiment, ça me réjouit extrêmement. Parce que je pense que moi, j'ai fait partie de la génération des pionniers, des premiers néo-québécois, et on a un petit peu payé le prix, c'est-à-dire qu'on était la brebis noire du groupe. Des fois, c'était un sujet de curiosité, des fois, c'était un sujet de rejet. Alors, en l'espace de 40 ans, le Québec a évolué considérablement. On était les premiers cobayes, si je peux employer ce terme-là, de la loi 101. Et, mais on était vraiment la minorité. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde les étudiants des écoles secondaires, primaires et collégiales, on se rend compte à quel point la société est devenue métisse et multiculturelle. Alors je pense que vraiment c'est grâce à la loi 101
Et là, il y a une espèce de retour du balancier dans le sens contraire de la loi 101. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on peut voir les bénéfices et les progrès accomplis par la loi 101. En même temps, je ne peux m'empêcher de penser que, étant devenu un écrivain francophone, je suis encore une fois en Amérique du Nord en situation de minorité. Mais encore là, c'est peut-être pas mauvais pour la création littéraire parce que plus on est du côté de la minorité, plus je crois qu'on est à même d'acquérir une sensibilité universelle qui nous permet d'identifier avec d'autres minorités. Alors qu'une majorité va toujours se prendre pour centre du monde et elle aura toujours moins d'empathie pour les autres groupes. Alors dans ce sens-là, c'est un petit peu une épée à double tranchant. S'il y a un rapprochement qui peut se faire entre le Japon et le Québec, ça va se faire à travers un métissage culturel. Alors, parce que le Québec, la culture du Québec et la culture japonaise sont trop dissemblables pour avoir un rapport de proximité comme le Canada et les États-Unis. Donc, je pense vraiment que c'est en se fréquentant l'un l'autre qu'on va pouvoir créer des nouveaux amalgames de culture et c'est ça qui va... Parce qu'il faut un dénominateur commun pour intéresser un marché. Et si on le trouve dans le métissage culturel, je pense que ça va naturellement les orienter aussi vers l'autre, vers ce qui est différent.